Bonjour à toutes et à tous. Benjamin Lemoine, qui est chercheur au CNRS, sociologue, les meilleurs le sont. On se connaît un petit peu tous deux depuis quelques temps, puisque lorsque j'ai démarré ma thèse, on était dans des bureaux voisins et on n'a jamais arrêté d'être en dialogue, évidemment intellectuel, et moi de mon côté, de lire les différents ouvrages que publie Benjamin. Je vous encourage évidemment à vous les procurer, les offrir à vos amis. Noël arrive bientôt, et pour celles et ceux qui sont sur Cairn, vous y avez un accès libre à deux de tes ouvrages. Donc, consultez-les, lisez-les. Pourquoi discuter aujourd'hui? Parce que on est à quelques heures de la remise par Standard & Poor's, une agence de notation privée, de son évaluation de la dette publique française. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu ensemble ce que ça signifie, ce qu'est une agence de notation, comment ça se fait que la dette soit vendue comme un produit au même titre qu'une bouteille d'eau, ce qui pose d'ailleurs problème, peut-être qu'un ordinateur, qu'un bouquin, etc. Et donc, pour discuter de ça, on a évidemment invité l'expert français en matière de dette publique avec un regard notamment historique et un peu critique sur ce que ça signifie. Donc Benjamin, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on t'invite du coup pour discuter de dette publique. Qu'est-ce que c'est en fait exactement cette histoire de dette publique? Parce qu'on en parle beaucoup, c'est dans les journaux. Bruno Le Maire apparemment ne trouve pas le sommeil lorsqu'il parle de l'endettement public. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une dette publique? C'est pas mal parce que tu as planté le décor avec une marchandise. On peut peut-être commencer par là parce que ça change de la perspective habituelle. C'était un bout de papier à la base. Ce qu'on vendait, c'est un engagement financier. Il faut faire la différence entre le déficit de l'État, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses. Et il y a des modalités de combler ce déficit. Et pour ça, on vend des titres. On vend des titres de créance, en fait. C'est-à-dire qu'on s'engage financièrement auprès d'une population prêteuse, alors qui va varier au cours de l'histoire, on va en parler. Et ça a été matérialisé, on parlait de bons du trésor, on en parle toujours un peu, mais il y avait une forme très matérielle, c'est-à-dire que c'était un bout de papier, une reconnaissance de dette qu'on émettait auprès d'acteurs, et puis qui pouvait à échéance régulière se refinancer par des coupons d'intérêt. Donc c'est les engagements financiers de l'État, la somme de ces engagements financiers de l'État, c'est ça la dette publique. Et donc on est très vigilant au fait que ces engagements soient soutenables, c'est-à-dire que cette marchandise valent toujours quelque chose et une valeur qui ne nuise pas aux détenteurs et qui lui permettent de rémunérer son épargne. Donc c'est une source de rémunération pour le créancier privé. Voilà. On insiste peu là-dessus, mais c'est une source de richesse privée, c'est une source de rendement privé, c'est un support de placement d'épargne. Et de nombreux États sont en compétition dans le monde pour permettre aux gens qui ont de l'argent à placer d'avoir un support de placement. Mais donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que pour émettre de la dette, il faut qu'il y ait des riches en face pour l'acheter. Absolument, il faut qu'il y ait des prêteurs qui consentent à prêter, et les agences de notation, elles sont un indicateur pour faciliter ce consentement, on va dire, c'est-à-dire qu'elles donnent un horizon d'évolution des dettes, une sensibilité de marché, elles sont un mix entre des connaissances économiques tout à fait basiques, donc ces agences, elles se renseignent sur l'OCDE, le FMI, elles font du recoupement d'informations, de la synthèse en fait. Et puis elles ajoutent une petite touche qui est ce vocabulaire, ce langage qui est une déclinaison du AAA au D, comme défaut, c'est-à-dire le moment où le titre est très déprécié, tout simplement parce que l'État décide de ne plus rembourser. Donc a priori il ne vaut plus rien ce titre, et il vaut mieux pour ces acteurs privés s'en être débarrassé avant, c'est-à-dire proche du défaut. Et donc d'ailleurs il y a un marché secondaire où ces titres de dette s'échangent de main en main. Il faut savoir quand même qu'il y a des acteurs intéressés qui consentent à investir dans des titres éminemment dépréciés. Ça c'est ce que j'étudie aujourd'hui. J'ai un peu délaissé la dette française et européenne, et donc par exemple lorsque l'Argentine était proche du défaut, ces titres étaient décotés dans leur valeur d'échange. Ils ont néanmoins été rachetés à vil prix par des investisseurs intéressés qui ensuite ont cherché à faire une procédure, à poursuivre cet État en justice. Donc voilà, il y a toujours des acteurs intéressés, y compris lorsque la dette est proche du D, proche du défaut. Mais ces agences, en fait, elles bossent pour qui? Parce qu'elles évaluent la dette des États, mais en fait au bénéfice des créanciers privés. Oui, il faut revenir au modèle historique. Elles sont au service des investisseurs, pour répondre très simplement, donc des prêteurs. Et elles sont passées d'un modèle où c'était précisément les investisseurs qui payaient pour avoir cette information,
où aujourd'hui c'est un modèle où c'est les émetteurs, donc les emprunteurs, qui payent ces agences pour être notées. Tout simplement, l'émergence de ces agences, c'est 19e siècle aux États-Unis. C'était des grands manuels pour noter les compagnies de chemin de fer, les grandes infrastructures privées. Et c'était comme un manuel, c'est-à-dire comme le guide Michelin ou je sais pas, le guide des vins, peu importe, mais il y avait donc une nomenclature des titres. Et donc c'est un truc état par état. Absolument, et c'était surtout des collectivités locales d'ailleurs, des entités semi-souveraines, on dirait, des compagnies privées, des entreprises privées. Et donc il y avait une sorte de guide de cotation et un guide d'évaluation de ces titres. Et c'était des manuels, concrètement, c'était vraiment un annuaire des titres de dette. Donc ça s'est dématérialisé. Et puis surtout, la grande bascule, c'est qu'on est passé à un modèle où ce sont les emprunteurs qui rémunèrent ces agences pour être notés. Typiquement, les collectivités locales, les grands États, eux, ne payent pas ces agences. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ces agences ont besoin de noter ces États. Ce sont ces agences qui sont dans le besoin de noter les États. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de constituer une sorte de pyramide du risque, et elles ont besoin en gros d'un sommet pour ensuite décliner tout le reste des notations. Typiquement, la France ne rémunère pas les agences de notation, mais par contre un État pauvre qui est dans le besoin, qui a besoin de rassurer ses créanciers, pour lequel la confiance ne va pas de soi, va entrer dans une relation commerciale avec ces agences. Il va leur conférer un mandat, il va obtenir des rendez-vous réguliers, etc. Et cette note lui est très utile puisqu'elle est censée hausser sa crédibilité. Dans le cas de la France, on est encore dans une situation où on ne rémunère pas ces agences. Néanmoins, on a ces rendez-vous réguliers, on a ce stress très élevé sur l'apparition de ces notations. Et il se passe quoi du coup Alors Standard & Poor's donc actualise la note de la France. Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer ? Là, alors, le stress, il est pour un passage du double A en perspective stable ou négative. C'est-à-dire que l'enjeu, il est de passer de AA à AA-. On est encore largement dans la catégorie des investment grade, ça veut dire des notes de qualité, parce qu'il y a la grande frontière, elle est entre investissement gradé et investissement spéculatif, à caractère spéculatif. Donc on est loin de là. Néanmoins, on est dans une sensibilité de la petite différence qui est très forte. L'Allemagne a encore son triple A, la France n'a cessé, le Trésor français, donc, qui émet cette dette, qui émet cette marchandise, n'a de cesse, n'a les yeux rivés sur l'Allemagne. Bon, on est à un horizon, on est plus loin du triple A, clairement, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est que vont se nicher dans ces notes des commentaires. Des commentaires éminemment politiques. On se souvient que la réforme des retraites, elle avait été justifiée par l'attention aux agences de notation, la sensibilité des agences de notation à ce type de réforme, qui sont en attente de ce type de réforme, comme un signe rassurant pour les investisseurs. Pourquoi ? Parce que la réforme des retraites, c'est censé faire des économies. Il y a eu un gros effet déceptif depuis, c'est ce que nous on disait, économistes et sociologues, que cette réforme allait rapporter peu, qu'elle avait un très fort coût social et politique pour rapporter peu. C'est avéré. Donc en fait, l'effet positif de cette réforme, il est passé. Et maintenant, l'attention, elle est sur les perspectives de croissance, où Standard & Poor's considère que la France a été trop optimiste par rapport aux prévisions du Fonds monétaire international, par exemple, sur ses perspectives de croissance, et que le ratio de dette va être plus détérioré que l'annonce du gouvernement français. Donc il y a toujours on met au défi les chiffres fournis par le gouvernement, ce qui est tout à fait légitime, et on considère que le ratio sera plus dégradé que prévu. Mais donc en gros, si je comprends bien, soit on fait du macronisme, et dans ce cas-là, la dette est maintenue, bilan, Bruno Le Maire va dire il faut continuer à faire du macronisme, soit on fait du macronisme et la valeur de la dette elle baisse, et ils ont dit qu'on n'a pas fait assez de macronisme. Absolument, oui. Et c'est très intéressant parce que c'était sibyllin, mais il y avait à la fois cette réforme de retraite est bien dans l'absolu, je reviens juste parce que c'est un bon exemple, mais elle va obérer les marges de manœuvre par la suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours ce dosage de la réforme structurelle, elle est nécessaire, mais néanmoins il faut toujours en faire plus. Donc il faut toujours avoir un espace politique pour le faire. Et en quelque sorte, Macron, il avait cramé ses cartouches sur cette réforme, et il était dans une impasse par la suite. C'était Fitch qui disait ça, c'est-à-dire, et ça avait beaucoup vexé apparemment la Macronie.
Il avait conduit le pays dans une impasse. Voilà, ça avait provoqué, on lit ça dans la tribune, ça avait provoqué l'ire de Macron, le fait que ça avait conduit le pays dans une impasse. Donc à la fois, il faut faire ce qui est attendu, mais il faut le doser savamment pour avoir toujours l'espace pour en faire plus. Donc il faut être très vigilant. Il faut tirer sur la corde, mais pas trop, pour que le pays ne craque pas, qu'il n'y ait pas de blocage massif. Alors, la question de savoir si le pays craque, un peu comme Olivier Dussopt, elle renvoie évidemment à ce que tu disais au tout début, quoi. C'est le fait que la dette, c'est un outil commercial, le fait que la dette, c'est une marchandise. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est ce que tu as montré dans tes tout premiers travaux. Oui, tout à fait, c'était pas le cas. Il faut revenir, c'est lié aux grandes guerres, et c'est lié, en fait, il faut imaginer un renversement complet des logiques où la finance, l'espace de la finance était très réduit. D'ailleurs, ces agences de notation, elles avaient disparu du paysage, dans les 30 Glorieuses, okay. En gros, après la Seconde Guerre mondiale. C'est un tout petit business. Il y a 10 personnes chez Standard & Poor's qui sont chargées de noter l'ensemble des entités du monde. Et puis, ce secteur souverain, il se redéveloppe à mesure que le secteur financier, lui, reprend du volume et qui se redéveloppe. Donc, c'est une question de réglementation financière. C'est un rapport de la puissance publique à la finance. À partir du moment où on redonne la possibilité à la finance de s'épanouir, eh bien, on va progressivement aussi se soumettre à ces modes d'évaluation et à ces critères, en quelque sorte. Et comment on faisait, du coup? Comment on faisait, oui, tout à fait, pardon, c'était la question. Pas de souci, tu peux répondre à crédit. Voilà. On avait un circuit de financement public, ce qu'on appelle le circuit du Trésor. Il faut imaginer que les banques étaient toutes plus ou moins dans le giron public, étaient publiques ou parapubliques, et elles étaient déposantes auprès du Trésor. C'est-à-dire que le Trésor pouvait utiliser leur disponibilité à volonté pour se refinancer à court terme. Ça, c'est très important, parce que le point de vigilance des agences de notation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il est sur le refinancement à court terme. C'est-à-dire, quand tu as une maturité très longue de ta dette, tu n'as pas besoin sans cesse d'y refaire appel. Quand tu dis maturité, c'est le délai avant de devoir... Exactement, de remboursement, la durée de vie du titre, en quelque sorte. Là, elle est de 8 ans en moyenne pour la France, mais on a des échéances à très court terme. Et c'est ça qui inquiète, c'est-à-dire qu'on va devoir refaire appel au marché. Dans le cas de ce circuit du Trésor des 30 Glorieuses, tu avais sans cesse des banques déposantes, et donc tu avais un levier à court terme sans recourir au marché. C'est-à-dire que tu étais sans cesse alimenté en liquidité. Et parmi ces institutions déposantes, tu avais donc des banques, et tu avais aussi des grandes caisses d'épargne, tu avais la Caisse des dépôts et consignations, et donc tout un circuit bancaire organisé autour du Trésor qui permettait à très court terme de régler la question du refinancement. Et puis tu avais un dispositif intéressant qui s'appelait le plancher de bons, où là tu administrais même les taux d'intérêt, c'est-à-dire que l'État, en concertation, c'est-à-dire que ce n'était pas une décision totalement arbitraire venue de nulle part, mais en concertation avec la place, en quelque sorte, et la Banque de France, fixait un taux d'intérêt administrativement auquel les banques étaient obligées de souscrire un certain nombre de titres du Trésor. Il y avait un quota obligatoire de souscription. C'est un emprunt forcé, mais tout le temps, quoi. C'était un emprunt forcé tout le temps, et ce qui était intéressant, surtout dans la conjoncture actuelle, c'était censé aussi avoir un levier pour régler l'inflation. Pourquoi ? Parce que en obligeant les banques à souscrire une part, tu congelais une partie de leur portefeuille qu'elles ne pouvaient pas prêter par ailleurs au système économique. Et donc, tu avais un contrôle de l'inflation en même temps que tu finançais l'État. Donc, ça faisait d'une pierre deux coups. À la fois, tu finançais l'État avec ses disponibilités bancaires et en même temps, tu avais une vue sur ce qu'elle faisait de leur crédit. Donc, c'est quand même un outil qui est assez stimulant à repenser aujourd'hui. Il faudrait évidemment l'adapter, etc. Mais donc, tu avais à la fois une dette hors marché. C'était un souci d'ailleurs, parce que les acteurs du marché se plaignaient de ne pas avoir de vrais contrats. Jacques Rueff, ses grandes critiques, c'était de dire que la dette était une illusion, qu'il n'y avait pas de réel contrat de dette qui liait l'État à ses créanciers privés, que tout ça reposait sur une magie. Il dénonçait Keynes comme un magicien, et il considérait que le Trésor appliquait la magie keynésienne concrètement via ces dispositifs hors marché. Et jusque dans les années, à la fin des années 60, tu as ce dispositif qui permet de souscrire une partie de la dette en dehors de tout stress. Voilà. Et donc les agences de notation, elles réémergent qu'à partir des années, milieu des années 70, et puis dans le cas de la France et de l'Europe, on n'en parle qu'à la fin des années 90, c'est-à-dire au sommet d'une configuration qui a disparu aujourd'hui, où tu avais une banque centrale indépendante,
un franc fort, puis un euro très fort, l'euro de Trichet, etc. Il était hors de question pour la Banque centrale de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire du quantitative easing, où elle rachète les titres de dette, où elle est prêteuse en dernier ressort. Donc on était dans une configuration tout à fait différente. Et alors là, c'était le climax, ou le moment, l'apogée des agences de notation, on en parlait beaucoup. Puis tu as la crise financière de 2008 qui les balaye totalement. C'est la crise où Standard & Poor's notait bien Lehman Brothers, quelques jours avant Exactement, l'effondrement. Voilà. Et elles sont totalement délégitimées en 2008 parce qu'elles n'ont pas vu venir la crise des subprimes, voire elles y ont contribué. C'est-à-dire qu'il y avait des gros conflits d'intérêts entre les titres notés AAA et qui permettaient de faire ces paquets de finances titrisées. Et donc elles étaient parties liées à cette crise en fait. Et elles se sont rachetées une légitimité via les dettes souveraines. C'est très intéressant parce qu'à partir de 2010, de la Grèce et 2011, elles vont, vu qu'elles ont été critiquées comme étant en retard parce qu'elles étaient pieds et poings liés avec les titres qu'elles notaient, elles vont se racheter une légitimité sur le dos des États en lançant l'alerte très en amont et puis en précipitant la crise des dettes souveraines de 2010-2011. Ce qui va d'ailleurs enchaîner, déclencher les nouveaux outils des banques centrales européennes à partir de 2015. Et donc, à partir de 2015, on est dans une nouvelle config. Elles avaient un peu redisparu des radars, ces agences de notation. Pourquoi ? Parce qu'on avait une banque centrale qui assurait filet de sécurité pour les États, qui, là aussi, c'est un outil intéressant qui permettait en quelque sorte d'être prêteuse en dernier ressort. Dès qu'il y avait un coup dur, elle rachetait une quantité de titres, cette marchandise qui circule, cette marchandise de dette, ces titres de dette qui circulent sur les marchés, elle les rachetait massivement. Et donc, artificiellement, elle modifiait les cours du marché. Pourquoi ? Parce qu'elle créait de la rareté. Quand tu rachètes tout, forcément, ça crée de la rareté artificiellement. Donc, tu avais un marché à nouveau institutionnellement géré, institutionnellement encadré par les banques centrales. Mais ce rôle-là, il a perdu un peu, il a un peu été écorné avec le retour de l'inflation, puisque on a considéré que le mandat principal des banques centrales, c'était de réduire l'inflation, et donc ce quantitative easing, il ne pouvait plus aller de soi, et il était remis en question. Et donc on est à un moment de carrefour, où les agences du coup reprennent du poil de la bête, reprennent de la légitimité, où, vu qu'on ne sait pas trop, il y a une incertitude sur l'attitude des banques centrales européennes, en tout cas le doute, on laisse planer le doute. Alors il y a tout un débat, est-ce qu'il y a vraiment un doute sur l'action des banques centrales ou pas ? Voilà, ça c'est une vraie question, puisqu'il y a un problème de stabilité financière dans son ensemble. Néanmoins, ce doute ouvre la brèche aux agences de notation. Donc à chaque fois, si tu veux, à chaque configuration, tu as un rôle privé qui est complètement dépendant de ce que font les pouvoirs publics, de leur capacité à réglementer, à structurer un marché. Bon, il me semble qu'en quelques minutes, on a pu faire un tour assez exhaustif d'un sujet très complexe, celui de la dette publique. On voit que les autorités politiques ont toujours essayé de garantir leur autonomie par rapport aux personnes qui prêtent pour être sûr de pouvoir faire leur politique sans être tributaires ou sous suggestion des prêteurs et prêteuses. Alors, bon, Philippe le Bel, lui, il les brûlait vifs, les créanciers, donc il y a eu des méthodes un peu radicales qui ont été employées dans l'histoire de France, qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais je pense que tout le monde peut un peu mieux comprendre à la fois pourquoi on critique les agences de notation, pourquoi on veut soustraire la dette publique française au marché, pourquoi on est favorable au retour à un circuit du trésor comme tu l'as présenté. Et une des premières étapes, c'est le texte qu'on dépose aujourd'hui qui exige des banques privées qui opèrent en France qu'elles aient un montant minimum d'obligations du trésor, c'est-à-dire en fait rétablir l'emprunt forcé permanent auprès des banques pour nous garantir quelques dizaines de milliards d'argent frais absolument tout le temps dans le trésor public. Et par ailleurs, c'est quelque part rendre service aux banques parce que ça leur assure un fonds qui est tout à fait stable et fiable. Donc je pense que les banquiers devraient nous dire merci et pas juste se plaindre du fait qu'on leur met une obligation supplémentaire. À bientôt!